Vous m'entendez ? Donc, on va recommencer, continuer et commencer la deuxième partie de cet atelier qui s'est constitué donc de 2 tables rondes. La première sur les financements de projets d'énergie marine renouvelable. Comment financer ces projets ? Quelles sont les principales problématiques ? Qui finance quoi ? Comment ? Et donc les contraintes. Et donc nous avons le plaisir d'accueillir parmi les intervenants donc Madame Carmen Louise Marquez Louise. Non mais à chaque fois je suis dyslexique, donc mais Marquez Louise, qui est donc ambassadrice du pacte climatique européen. Monsieur Rémi Gruet, je vous laisse le soin de vous présenter. Je suis le directeur d'Ocean Energy Europe, qui est l'association représentatrice du secteur des énergies marines renouvelables. D'accord. Et donc, en ligne, nous avons mon ami Paul Van Ast, qui est donc à Amsterdam et qui devrait prendre la parole pour se présenter. Donc, Paul, tu as la parole. Oui, good afternoon, everybody from Amsterdam. Sorry to not be able to attend in person. I am a transaction advisor for the Get Invest program that advises clean energy companies in the Caribbean on how to improve their business plan, make introductions to financiers, and support them in getting financing. And I'm very happy to be in this meeting. I did listen in this morning, and I will be happily joining this afternoon. Thank you. Sorry, I didn't. I was my back was turned to you, so I didn't see that you were there actually. So hey, nice to see you again. You don't see me, maybe, but I see you. So anyway, okay. Can we just go back to la présentation, s'il vous plaît? Parce que peut-être que Paul peut être dans une... Ah, ok, d'accord. Donc, je laisse la parole à Carmen. Est-ce que tu veux que je te... Tu préfères être là ou... D'accord, très bien. Alors, bon après-midi. En fait, je ne suis pas une experte en financement. J'ai travaillé pour l'institution européenne pendant longtemps et dans toutes ces questions internationales de l'environnement et de changement climatique. Mais en tout cas, je voulais simplement peut-être poser quelques questions générales. Parce que, évidemment, on est devant un projet qui a des conclusions fort intéressantes, mais qui maintenant a besoin de prendre racine avec des projets pilotes qui auront besoin de financement au niveau des États des Caraïbes ou au niveau européen ou au niveau international. Alors, je voudrais faire quelques réflexions générales en disant qu'effectivement, pour les énergies marines renouvelables, les besoins en termes de financement sont énormes. On fait par exemple dans cette stratégie de l'Union européenne sur les énergies marines renouvelables, il y a cette estimation qu'en Europe, on aurait besoin de 800 milliards d'euros d'ici 2050. Ce sont des chiffres très importants et aussi évidemment qui se déclinent aussi au niveau régional du Caraïbe et au niveau aussi global. Évidemment, c'est comme arrive sur d'autres domaines qui concernent le changement climatique, les pouvoirs publics n'ont pas ce type de ressources et il faut absolument travailler avec le secteur privé, ce qui est un grand défi, mais qui est devenu une caractéristique des initiatives en matière environnementale et de changement climatique, essayer de rallier le secteur privé dans cette entreprise.
Au niveau du financement public européen, on a, et au niveau des financements internationaux et même aussi au niveau national, nous nous trouvons devant une multiplicité de fonds. C'est déjà très difficile de se retrouver. Il y a une multiplicité qui exige avoir une vue d'ensemble qui n'est pas toujours à la portée des institutions locales ou même des institutions nationales. Et il y a eu ce type de réflexion a poussé justement la Commission européenne à créer une nouvelle agence qui s'appelle CINEA, qui est une agence unique pour justement le climat, les infrastructures et l'environnement. Parce que les fonds européens sont d'une multiplicité. Je veux vous en parler de quelques-uns. Le programme InvestEU, Recovery and Resilience Facility, Connecting Europe Facility, Horizon Europe, Innovation Fund, Programme LIFE, Just Transition Mechanism, Renewable Energy Financing Mechanism, le Fonds européen pour les affaires maritimes, la pêche, l'agriculture. C'est très difficile de se retrouver, même si on est un expert. Alors en fait, je voudrais poser quelques questions que je ne suis pas vraiment en mesure de répondre, mais je crois qu'ils peuvent être la base pour une réflexion commune. Surtout en profitant de la présence de Rémi Cruet, qui connaît beaucoup mieux la question des énergies, les énergies renouvelables marines. D'abord, je voudrais justement poser la question de quel est le rôle du secteur privé et le rôle du secteur public dans ce type de financement, parce qu'évidemment, il s'agit d'une innovation technologique importante qui entraîne un certain risque au moment de prendre la décision d'investissement et dans laquelle probablement le pouvoir public doit entrer à un moment critique. Comme Rémi disait avant de commencer notre table ronde, on est à un moment d'inflexion. 2023 est un moment d'inflexion. On commence à voir une dynamique beaucoup plus forte en matière d'investissement sur les énergies marines renouvelables. Et le secteur public, les pouvoirs publics, a un rôle d'impulseur qui est très important. Ensuite aussi, je crois qu'il faut réfléchir à quel est le rôle des fonds de coopération régionale dans un projet comme celui-ci, qui concerne beaucoup de petits pays ou de petites îles. On a besoin de penser en termes régionaux. Et pour ça, je crois qu'il faut essayer de trouver un appui dans les organisations régionales de la Caraïbe qui peuvent donner une impulsion à ce type de projet, même en le présentant dans des instances internationales plus larges au niveau Banque mondiale ou au niveau de la COP, le Green Fund ou Climate Fund. Justement, la COP28 va commencer bientôt. En fait, elle commence le 30 novembre. Et une des questions qui va être discutée, c'est justement la question des ressources financières. Et là, on se trouve devant un blocage où, évidemment, les pays les plus vulnérables et les plus pauvres, comme ceux qui sont aux Caraïbes orientales, exigent aux pays développés de respecter ces engagements en matière de financement. Il y a eu 100 milliards de dollars qui ont été promis et pour l'instant, cette promesse n'a pas vraiment encore été respectée. Et évidemment, il y a une demande qui devrait aller au-delà de 2025, qui est la date prévue initialement. Et aussi, on a une discussion fort intéressante sur la création d'un fonds qui s'appelle le Fonds des pertes et dommages, Loss and Damage Fund, qui a été une réclamation historique des pays les plus vulnérables et dont le principe a été accepté à la dernière COP 27 à Sharm el-Sheikh. Et là, on a un progrès qui commence à se dessiner. Et il faudrait aussi voir un peu dans quelle mesure ce type de mécanisme est doté de ressources. Mais évidemment, ici, nous parlons d'investissement pour les énergies marines renouvelables qui concernent surtout tous les efforts de mitigation. Mais évidemment, il y a aussi des efforts d'adaptation et des efforts de soutien à l'établissement d'infrastructures et de programmes de récupération face à des pertes et des dommages qui sont aussi dans le panorama plus général. J'ai parlé déjà du problème de multiplicité des fonds. C'est vraiment un casse-tête pour lequel il faut vraiment avoir un doctorat. Je crois qu'il y a peut-être... Un master, ça suffit. Un master, oui. Si je puis me permettre, je te rejoins complètement. Surtout dans des petits pays comme ça, c'est-à-dire qu'ils n'ont même pas la capacité de décerner et d'identifier les outils
ou les aides dont ils pourront bénéficier. Ils ne connaissent même pas les critères d'éligibilité. Et je suis d'accord avec toi que le fait de rien que de faire une cartographie des aides disponibles à l'heure actuelle sur ces problématiques, dans ce domaine particulier, dans ce secteur, et même d'essayer de l'affiner au territoire insulaire, parce qu'il faut aussi, je crois qu'on ne peut pas échapper à deux problématiques au niveau de la Caraïbe, c'est l'insularité et c'est l'étroitesse du marché. D'accord ? Quand on parle de participation du secteur privé, quel est effectivement, est-ce que ça ne pose pas un écueil ou un obstacle ou une contrainte supplémentaire, et quel est au niveau innovant, donc les solutions innovantes, parce que de l'exiguïté de ces territoires, d'en faire et nécessairement des projets régionaux qui ont un impact plus grand et qui donc peut-être améliorent, je ne sais pas, moi je pose la question, l'attractivité et la viabilité de ces financements. Et moi, je rajouterais une autre question, c'est qu'est-ce qui est financé ? Qu'est-ce que le public finance ? Et qu'est-ce que le privé finance ? Est-ce que c'est les mêmes choses ? Est-ce qu'on subventionne ou on part au niveau du risque par rapport à l'impact environnemental et social ? Quels sont les aspects qui sont plus, comment dirais-je, propices à être financés par le secteur public, à opposer au secteur privé ? Il y a une doxa, normalement, en matière de partenariat public-privé au niveau des risques. C'est que, généralement, c'est la partie la plus à même de supporter ce risque qui va assumer les risques, entre le public et le privé. Donc, tout ce qui est politique, tout ce qui est de l'ordre de la force majeure, etc., généralement, c'est le public. Donc là, effectivement, qui supporte quoi ? Qui couvre quoi ? Et est-ce qu'effectivement, comment adresser la singularité, la particularité des territoires insulaires, de leur proximité, mais en même temps, effectivement, de leur exiguïté par rapport et des contraintes donc, géographiques et géophysiques à ce niveau-là. Voilà. Parce qu'en fait, il y a aussi la question de comment capter les fonds existants. Parce que peut-être aussi, justement, la particularité des îles des Caraïbes orientales fait qu'ils n'ont pas beaucoup de chances peut-être d'attirer des fonds d'investissement plus classiques. Alors, effectivement, il faudrait une approche qui soit plus ouverte de certaines institutions internationales pour les soutenir, pour attirer ce type d'investissement. Et je sais que la Banque mondiale, par exemple, est en train de faire une réflexion justement pour voir comment ils peuvent changer d'attitude pour tenir compte de cette vulnérabilité climatique. Non ? Et ça, il faudrait peut-être l'explorer et voir dans quelle mesure ce type de révision ou de réforme peut affecter ce type de projet, par exemple. Aussi, je trouve que ce qui est justement un défi, c'est comment susciter l'intérêt pour investir dans ce type de projet. Parce que d'un côté, peut-être les grandes institutions internationales classiques, peut-être, même si en théorie c'est un domaine porteur, ça prend encore un peu de temps. Nous avons discuté de ça, que maintenant les investissements en matière d'énergie éolienne et photovoltaïque ont démarré, ils sont vraiment dans une dynamique très forte. Avec les énergies marines renouvelables, on est un peu plus en retard, mais peut-être ceux qui ont tenu la route, ceux qui ont eu la patience d'être là au bon moment, auront maintenant une possibilité de succès plus grande. Mais quand même, il faut avoir cette capacité d'assumer le risque, et des gouvernements à des ressources limitées qui ont d'autres priorités comme éducation, santé, emploi, peut-être voir un investissement dans ce domaine trop risqué et trop innovateur pour se lancer. Mais pour ça, il faudrait avoir un entourage à niveau international européen qui devrait les pousser. Et finalement, justement, je voulais aussi mentionner un autre sujet sur lequel on a discuté, c'est comment gérer cet aspect du risque qui concerne l'innovation technologique. Quand même, les énergies marines renouvelables sont une nouvelle technologie qui quand même commence à avoir une solidité considérable, mais ce n'est pas un domaine où on va investir de façon facile.
Et pour ça, effectivement, un soutien des institutions publiques, mais qui ont des ressources, serait très important, justement pour accompagner le secteur privé dans un domaine qui est fondamental. Si on veut sortir des combustibles fossiles, il faut absolument investir dans les énergies renouvelables. Les énergies renouvelables marines sont un de ces énergies. Merci. Merci beaucoup, Carmen. Rémi, vous voulez adresser, puisque vous êtes effectivement... Ah, ça marche pas. It's okay, I'll take this one. It's fine. So much. Yes, on fait en français ou... Ouais, en français. Okay. Oui. Parce que bon, notre collègue il comprend. Il y a un service de traduction. Ok, super. Écoutez, d'abord, merci de m'avoir invité. Effectivement, nous, on est l'association qui représente les énergies marines renouvelables. Donc, ça veut dire hydrolien, houlomoteur, énergie thermique des mers, gradient de salinité. Par contre, ce qu'on ne représente pas, c'est l'éolien, flottant, pas flottant, posé, terrestre. Tout ça, c'est pas nous. Même si ça fait souvent partie de l'enveloppe EMR, de manière générale, énergie marine renouvelable, dans un certain nombre de pays, dont la France. Je voulais revenir sur ce que vous aviez dit au début, que j'ai trouvé très intéressant, parce que vous avez pris la nouvelle stratégie offshore de la Commission européenne qui vient d'être révisée et qui effectivement parle de 800 milliards d'euros d'investissement à 2050. Et vous disiez, c'est un chiffre considérable. Et en fait, moi, il y a d'autres chiffres que je trouve considérables. Par exemple, le profit annuel en 2022 de Aramco, société pétrolière d'Arabie Saoudite, 120 milliards d'euros pour un an. Alors, ça veut dire qu'en gros, en 7 ans, en ponctionnant sur ce profit, on peut financer l'intégralité de la stratégie offshore européenne jusqu'à 2050. Voilà. C'est parce que quand on nous dit mais les investissements dont vous parlez, ça se monte en trilliards. Oui, mais les profits des industries pétrolières, ça se monte en beaucoup plus que des trilliards et c'est annuel. Donc il ne faut pas oublier ça, il faut bien mettre les choses en perspective. Pour vous donner un autre exemple, ExxonMobil c'était 70 milliards d'euros l'année dernière. Engie n'a pas fait un profit énorme, mais par contre ils ont amorti 93 milliards d'euros d'investissement qu'ils ont passé à la trappe. Donc en gros, ils ont fait leur profit de l'année plus 93 milliards d'euros. Donc on n'est pas vraiment sur des petits chiffres non plus dans ces industries-là. Voilà. Et donc je trouve que ça met bien aussi en perspective les 100 milliards d'euros dont vous parliez sur la COP. D'abord, ce qu'il faut savoir, c'est que cette promesse de 100 milliards d'euros, qui est effectivement pour l'adaptation, elle n'est pas du tout pour la mitigation, c'est vraiment pour aider les pays à s'adapter au changement climatique. Les pays les plus pauvres étant les plus touchés autour de la ceinture de l'équateur, etc. Et donc 100 milliards d'euros, en fait, ça fait depuis 2009 que les pays riches ont fait cette promesse aux pays en voie de développement. Et ça fait depuis 2009 que c'est pas respecté, c'est une honte absolue, mais ça met bien en exergue la différence entre les promesses qu'on peut faire au niveau international hors d'un contrat contraignant. Le protocole de Kyoto était un accord international contraignant. Aujourd'hui, les accords de Paris ne sont pas contraignants, donc on peut écrire ce qu'on veut dedans. Ensuite, pour le respecter, c'est une autre chose. Voilà. Mais encore une fois, s'il s'agit de trouver de l'argent, en fait, on sait où le trouver. Voilà. Donc ça, c'était un premier point. Alors ensuite, vous avez dit que l'argent public était limité. C'est vrai. Et que donc, toutes les deux, vous avez dit aussi qu'il fallait que ce soit orienté. Et de mon point de vue, c'est effectivement exactement ça. Le rôle du public, c'est de dérisquer. Vous avez parlé toutes les deux de risques. Alors les risques qu'on constate au niveau des EMR, c'est moins des risques du type force majeure, etc. Parce que ça, les entreprises privées sont parfaitement capables de le gérer avec des contrats d'assurance classiques. Enfin, c'est faisable. Et les problèmes que nous, on nous fait remonter, alors bon, peut-être que vous y connaissez mieux que moi là-dedans, mais les problèmes que nous, on nous fait remonter, c'est le risque technique. C'est-à-dire, les EMR sont des technologies innovantes. Et donc, ça veut dire que quand on va voir la banque ou quand on va voir un investisseur et qu'on dit « je voudrais faire un projet en Guadeloupe, aux Caraïbes, ça va me coûter tant en CAPEX, mais je vais produire tant. Et donc, si tu me prêtes 50 millions d'euros, on ne va pas parler en milliards tout de suite, 50 millions, je peux te les rembourser dans les 7 ans ou dans les 10 ans. La question immédiate de la banque ou de l'investisseur, ça va être « ok, mais est-ce que tu peux me prouver que tu vas produire
autant d'électricité que tu prétends? Et la réponse aujourd'hui, c'est non. Je ne peux pas le prouver. Et ça, c'est valable pour la plupart des producteurs de machines. Soit ils sont trop petits pour le garantir, d'avoir une maison mère qui garantisse derrière en disant ok, si ma succursale n'y arrive pas, moi c'est moi qui paye la facture. Soit ils sont suffisamment gros, mais ils ne sont pas capables de prouver que la machine va faire ça, parce que les machines, on n'en a que quelques-unes dans l'eau, et que les données qui sont demandées par la banque pour faire des prêts de ce type-là sont beaucoup plus précises et sur des plus longues durées. Donc le dérisquage, pour moi, est vraiment le rôle clé de l'argent public. C'est d'enlever ce risque et de permettre à des investisseurs privés d'investir des sommes qui sont considérables et qui sont parfaitement prêts à mettre à partir du moment où ils ont une certaine garantie qu'ils ne vont pas perdre. Voilà, alors bon, en général, un investisseur privé veut faire un profit, mais on sait très bien que sur les premières fermes pilotes, même les investisseurs privés viennent parce qu'ils veulent tâter le marché. Ils veulent voir si ça va se développer, ils veulent essayer. Donc ils sont prêts même... Alors je ne veux pas parler pour tout le monde, ce n'est pas dans les contrats signés, etc. Mais ils sont prêts à ne pas gagner beaucoup d'argent ou à tourner autour de zéro. Ce qu'ils ne veulent pas, c'est perdre de l'argent, parce que ça, c'est toujours difficile à expliquer au conseil d'administration. Alors, Rémi, si vous permettez, il y a Paul qui aimerait intervenir. Et donc, comme c'est un échange, j'aimerais que Paul puisse prendre la parole. Et lui est plus encore il est spécialisé sur la région Caraïbes, donc il pourra peut-être nous donner aussi un autre éclairage. Je voulais aussi rajouter à votre remarque que j'ai pas le 06 de portable de MBS, mais je vais m'en occuper pour lui demander pour Amranco qu'est-ce qu'on peut faire. Ok. La parole est à toi, Paul. Thank you very much, Monique. I took the liberty of showing the web page of the program that I'm leading, so you can have a little read. And if you want to take note of the page address, it is get-invest.eu. Basically, we are a program, European funded, that helps clean energy companies raise capital in Africa, the Pacific, and in the Caribbean. We have been doing so for 7 years rather successfully, and very interestingly, in the Caribbean we have our highest success rate, meaning that while we find few projects, I'll get to that in a second, the projects that we find have been really successful in attracting capital, which to us says two things. The one is it confirms what you have been saying all along, is that the market for clean energy in the Caribbean is very strong, be it on land or offshore or as in the blue economy. We see several technologies emerging. I have seen various coming along this morning, but we are also, for example, supporting a company in what is called OTEC, Ocean Thermal Energy Conversion, which is a technology that is ready for investment and also applies to the Caribbean. The normal go about for our program is that we take mature business plans to financiers, private and public. But in the Caribbean and in the Pacific and everywhere where there is an innovative approach required, like in the blue economy, we can take up very initial stage business plans, even concept notes, and see if we can define jointly with the developer and the public authorities a roadmap to attract private capital at the end of the day. Obviously, private capital can be blended with government funding, with loans from the IDB or other banks in the region, and they can be topped up, for example, with subsidies either from Europe or elsewhere. We can work with any technology that is renewable, so everything wave or tide related is something we can deal with. And we can spend as much as a couple of 100 advisory days per client, per project. Right now we have 8 projects in the Caribbean. At this point we are looking at solar and waste to energy only, and we do not yet have a sea-based or ocean-based client in the Caribbean, but we do have so in Africa, so we can bring some experience from the other regions to the Caribbean.
We have a few in the Pacific where we have both hydropower and geothermal as part of our clients, which is also both applicable to the Caribbean. From the examples that I learned this morning, I would summarize that those are early stage in the feasibility study stage maybe, but obviously the roadmap to completion is clear. And therefore, I believe that some of the projects that you have been investigating, we could certainly consider to provide our support to. We can support companies for a period of 3, 4, 5 years. We have done so until recently. So there's no need for us to have funding raised within 6 months. We can help structure a business plan so that the feasibility studies are done in a proper context. We can help financial models to be made because that's often very complex. That's the kind of support we can do. And I would like to wrap up by saying that while there is an issue in attracting private funding, I cannot underline that enough, there are options to do so. In fact, it is not the issue whether there is enough money. The issue is, does the current supply of capital come to the projects? And that's where we can make a difference, and we have done so. And as I've said, in the Caribbean, our success rate, and I should actually say the success rate of the Caribbean entrepreneurs is higher than that in Africa, which makes me think that we should be in a very positive context. One element that I could add is that when we speak about small projects, there is the option of bundling. I think this was mentioned earlier this morning. Now, bundling can be along 2 ways. The one is scaling up one project to become bigger. That is not something that is likely to happen in the Caribbean, because if you have a subsea cable, that is maybe possible once or twice, but otherwise way too expensive. But you can replicate. And what we have seen, for example, is that companies operating in the overseas territories of France and the UK have benefited a lot from all the positive regulatory environments and subsidies that they have been getting. And that once they have made some headway, they have proven their initial success, it's easier for those companies to export or replicate their mode of operations to Caribbean states, to the CARICOM states. And our program is very well placed to do so because we are part of Team Europe. We are the one-stop shop for energy investments in developing countries. So we can take French companies or British companies and the likes and help them bring their successes to other Caribbean states. So that is another angle that I'd like to present for the way we can support blue energy, blue renewable energy to get established in the Caribbean. I'd leave it at that for now, but I'm open to receive any questions and continue. Ok, merci Paul. Une réaction de votre part? Moi, je trouve, alors bon, encore une fois, je vais me faire la candide en tant que modératrice. Je trouve, Paul, que tu as une vision assez positive, ce qui est bien, parce qu'il faut qu'il y ait des gens positifs comme toi. Mais il y a 2 problématiques, enfin 2 sujets qui ont été abordés tout à l'heure par Monsieur Rémi Gruet. Tout à l'heure, et c'est le problème du risque et le problème de l'innovation de la technologie. Donc je vois que l'exiguïté du marché n'est pas véritablement un problème pour toi, l'insularité également, et donc j'aurais aimé poser ces questions à Rémi Gruet pour qu'il voit au niveau de la dériscation et ce que public et privé peuvent financer finalement. Ok, donc en fait au niveau du risque, il y a le principal aspect, c'est effectivement l'aspect de prouver aux banquiers qu'on est capable de produire ce qu'on va dire qu'on produit. Et donc ça, c'est quelque chose qui se fait en mettant plus de machines dans l'eau, c'est quelque chose qui se fait progressivement, et c'est quelque chose qu'on n'a pas aujourd'hui pour les fermes pilotes. Donc ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est d'un investissement public qui va prendre ce qu'on appelle en anglais un first loss piece, c'est-à-dire qui va dire ok,
moi je mets, mettons qu'on a un projet à 100 millions d'euros pour mettre 10 mégawatts de machines à vagues ou d'hydrolien. Et je dis, moi, en tant que Commission européenne, par exemple, je vais prendre 20 millions ou 30 millions. C'est du grant, donc soit c'est de la subvention directe, soit c'est... en France, via les investissements d'avenir, on a un programme qui propose de l'avance remboursable aussi. Si le projet réussit, il rembourse le prêt. Si il ne réussit pas, eh bien, ce prêt se transforme en subvention directe. Un peu comme Natexis, un peu ce système de... Alors, je ne sais pas ce que Natexis propose, mais... Non, peut-être pas, mais c'était la démarche, c'est-à-dire on fait une avance pour l'étude ou pour répondre à un appel d'offres, etc., pour enclencher le projet, donc vraiment quelque chose d'opérationnel. Si ça réussit, vous nous remboursez, si ça ne réussit pas, vous ne remboursez pas. Donc, c'est ça l'idée. Donc oui, c'est un risque quand même considérable. Voilà, donc il y a effectivement un risque, mais c'est, encore une fois, ce que je disais, c'est, de mon point de vue, c'est le lieu du pouvoir public de prendre ce risque pour pouvoir développer un marché, puisque derrière, évidemment, un marché qui se développe en local va générer un certain nombre de revenus pour l'État par derrière. Donc c'est un investissement dans une technologie et un nouveau secteur qui peut, derrière, devenir une force économique pour le pays. Voilà, à quelques lieux que ce soit dans le pays, que ce soit France métropolitaine ou dans les îles. Donc je pense que le dérisquage, il est à ce niveau-là. Et il y a un autre niveau aussi, il y a une autre solution. C'est quelque chose qu'on a proposé depuis 5-6 ans à la Commission européenne. C'est de faire carrément un fonds d'assurance et de garantie. Et de dire, OK, vous êtes un banquier, vous avez besoin de garantie. D'accord. Nous, on a des technologies qui ne peuvent pas fournir ces garanties, donc il y a un manque sur le marché. On ne peut pas aller vers une société d'assurance aujourd'hui pour assurer ce risque technique sur des technologies innovantes parce que ça n'existe pas. Il n'y a aucune compagnie d'assurance qui va assurer ce type de risque aujourd'hui. Donc on a un problème. Donc qu'est-ce qu'on fait? La proposition qu'on a faite à la Commission européenne, c'est de dire, en fait, ce qu'on pourrait faire, c'est au lieu d'avoir un besoin d'assurer projet par projet et donc d'avoir un risque qui est, si le projet ne marche pas, et bien ça y est, tout le monde perd ses billes, c'est d'avoir un risque qui est mutualisé sur un certain nombre de projets. Et donc l'idée, c'était de dire, on prend 10 projets, on met 70 millions dans un projet de taille moyenne, genre Medgen à 60-70 millions d'euros. On met 70 millions, donc c'était à peu près 10% du capex total de ces 10 projets, dans un fonds, et le premier projet qui va mal, il récupère une partie de ce fonds, le deuxième, etc., jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'argent, et voilà. Et avec les estimations, et on avait bossé avec des boîtes d'assurance pour en arriver là, c'était qu'avec effectivement 10%, on avait suffisamment d'argent pour assurer l'intégralité de ces 10 projets-là. Et donc ça, c'est une idée innovante, législativement parlant, financièrement parlant, pour assurer des technologies innovantes techniquement parlant qui n'ont pas de solution pour dérisquer à court terme, à moins que les pouvoirs publics prennent l'entièreté du risque. Donc c'est une espèce de mutualisation des risques, c'est ça? Tout à fait, oui. Mutualisation du risque via les pouvoirs publics, certes, mais avec un investissement qui finalement sera inférieur sur 10 projets à ce qu'il devrait être si l'État devait prendre l'intégralité du risque sur chacun des projets. En fait, la mutualisation permet de dire que sur 10 projets, il n'y en a pas 10 qui vont se casser la figure. Donc, en fait, ça permet d'abaisser complètement le ticket d'entrée pour dérisquer ces projets-là. Et donc ça, c'est quelque chose qu'on essaie de pousser au niveau européen. Bon, c'est très difficile, je ne vous le cache pas, parce que ça n'existe pas. Donc, créer un nouveau fonds de toutes pièces, dans un fonds qui n'existe pas, dans un vaisseau législatif qui n'existe pas, pour un secteur qui existe à peine, c'est assez difficile. C'est clair. Mais on essaye. Ok. Merci beaucoup. Je voulais juste, parler du financement participatif, du financement citoyen, puisqu'il a été exposé ce matin par Céline notamment. Et donc, il apparaît, alors je ne sais pas, ça c'est aussi une question que je pose, il apparaît que le financement participatif n'est pas utilisé pour des technologies qui ne sont pas éprouvées. Alors déjà, qu'est-ce qu'une technologie éprouvée? Ça, c'est une question. Alors, est-ce que c'est une question de temps, le solaire, le machin, le photo, voilà. Qu'est-ce qui est éprouvé, qu'est-ce qui n'est pas éprouvé? Et pourquoi, effectivement, le citoyen ne pourrait pas prendre de risque? C'est deux questions qui me viennent d'emblée
quand on me dit, ah non, voilà. Sachant que, comme l'a décrit Karim ce matin également, on a maintenant des dispositions législatives qui permettent aux citoyens de prendre un actionnariat dans les sociétés de projet. Donc, peut-être vraiment faire partie peu ou prou de la direction opérationnelle de la société et même de sa stratégie en matière financière, en matière inclusive, etc. Donc ça, c'est les deux réflexions qui me sont venues quand on me dit ça ne concerne pas des technologies non éprouvées. Alors rapidement, technologie éprouvée, pour moi, chacun aura sa définition. Pour moi, la mienne, c'est simplement une technologie éprouvée, c'est quand je peux aller voir la banque, demander un prêt et que la banque me dit oui. Alors, je ne dis pas que ça doit être pas cher, mais si la banque dit non d'emblée, sans avoir même considéré les conditions financières, ça veut dire que je ne suis pas une technologie éprouvée. À partir du moment où elle me dit oui, mais c'est cher, là, on commence à être un peu plus éprouvé. Et à partir du moment où elle me dit tiens, je te fais les prix de l'éolien ou du solaire, c'est-à-dire 2 ou 3%, là, on est vraiment très bien avancé. Très éprouvé. Voilà, donc c'est très éprouvé. Donc ça, c'est pour le côté éprouvé. Et pour la deuxième question... C'était... C'est pourquoi les citoyens ne prendraient pas de risque. Il faut le prévenir absolument, parce que sinon c'est une... Voilà. Alors ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout le financement des premières fermes éoliennes en Allemagne et au Danemark, en Allemagne c'était 80% de financement citoyen. 80%. Hein. Donc on parle de l'entièreté de nord de l'Allemagne qui a été développée dans les années 90 avec des fermes qui n'étaient pas du tout au stade ferme pilote, hein, c'était des fermes éprouvées avec une technologie qui était beaucoup plus chère que ce qu'elle est aujourd'hui, mais cela dit, 80% c'était du financement citoyen. Et qu'est-ce qu'on voit en plus? Alors pour revenir aujourd'hui, sur les 5 dernières années, je vous disais avant la table ronde qu'on a eu très peu de financement public sur les 7 dernières années et que ça fait que 2 ans que ça commence à changer et que c'est cette année que ça a vraiment changé. Mais donc, qu'est-ce qui s'est passé pendant les 5 ans où il n'y a rien eu, il n'y a eu aucun financement? Il y a un grand nombre de boîtes qui sont allées sur le marché du financement citoyen via le crowdfunding qui s'est énormément développé et on a vu, je ne sais pas, une dizaine ou une douzaine de boîtes faire des campagnes de crowdfunding très efficaces avec des levées de fonds qui vont de 1,5 million, on parlait en milliard tout à l'heure, on va rester en millions. De 1,5 million jusqu'à 12, je crois que le 12 c'est le maximum qui ont été levés pour ça. Donc le financement citoyen c'est tout à fait possible. On voit aujourd'hui que les citoyens ont envie de s'engager, qu'ils n'ont pas forcément peur de prendre des risques et que, bon voilà, et des fois il y en a, ils mettent 100 €, des fois ils mettent 1 000 €. C'est pas énormément, c'est pas nécessairement des grosses sommes, mais ça se met à bout à bout très rapidement. Donc, voilà. Ok, merci pour votre réponse, Rémi. Paul, tu as quelque chose à dire là-dessus? About the topic of risk, that's what we do for a living, to analyze risk and allocate portions of risks to the various financiers, debt, equity and grants. And if a project is in an early stage or if it has an unproven technology, that actually is the same topic from a financing point of view about risks, all about risks. And in our practice, we have 150 clients right now. We've been able to distinguish the need for debt and equity from that of grants. And grants or subsidies, you can actually split in 2 parts. One is the development grants, which is from technology to operations and everything in between. And the other is operating grant. If a project cannot come to scale, which you have often in island states, then is a diseconomy of scale which needs to be paid for. And that can be a one-off subsidy and that can be a recurrent subsidy. Those mechanisms are the ones that we do use when we seek financing for projects. We have done very early stage projects in green hydrogen in Barbados, for example. We are doing the same with waste to energy in another island. So we are really well versed to develop a risk or a de-risking strategy, even for early stage projects. And while these 2 risks were mentioned, I'd like to emphasize another topic, which is the public sector and the regulatory environment. Obviously, if you have not done wave energy before, the utility or the Ministry of Energy doesn't know how to deal with that in terms of the regulation and the feed-in tariffs and everything else that comes with it. And that's a recurrent theme. So
Our Get Invest program that I highlighted just a second ago has another program, part of the same family, which is called Get Transform, and I've put up the website right now. That service is available to help the public sector to define the last bits and pieces of a regulatory framework, including feed-in tariffs, if there are projects that are likely to be successful. So what this program does not do is to design a regulatory framework from scratch, but what it does do, again, funded by the European Union and therefore without cost for the end user, is to help and fix holes when a particular technology is about to become successful. These services, in combination with our own Get Invest program, I think can help Monique to be indeed very positive and optimistic. Obviously, we need millions and millions more, but for a financiers are very simple people. I'm one myself. Once there is success, you will see that more money is coming. So to create more capital is a matter of creating initial successes. And that's what our program jointly with Get Transform is all about. And we hope to be able to discuss that with you with regards to the blue economy renewable energy projects. Thank you. Je ne sais pas si Rémi voudrait rajouter quelque chose. J'ai une autre question. Rémi, allez-y. Non ? Je pose ma question ? Ok. L'autre question, c'était la deuxième partie de la question, enfin, la deuxième question que je voulais vous poser, que j'ai évoquée tout à l'heure, c'est qu'est-ce qui est financé par qui ? Je prends un exemple. Bon, il y a tout le côté opérationnel, le côté projet, on est d'accord. Donc, c'est-à-dire l'étude technique, l'impact social, environnemental et social, etc. Mais est-ce que vous financez, par exemple, tout ce qui est, comment dirais-je, transfert de savoir-faire et puis approche, c'est-à-dire que les collectivités territoriales, les îles, les gouvernements que vous approchez, sur lequel, le territoire desquels sont érigés ou sont développés ces projets, ce sont généralement des décisionnaires, mais qui ne sont pas aguerris, qui ne comprennent pas les tenants et les aboutissants. Il y a toute une campagne, non seulement vis-à-vis des décisionnaires, hein, des gouvernements, même au niveau du secteur privé, parce que le secteur privé doit être associé, le secteur privé local doit être associé à ce que vous faites, enfin, au niveau de ces développements. Donc, est-ce que cet aspect, comment dirais-je, soft, est-ce que c'est couvert et qui couvre ça ? Parce que ça, c'est important. C'est-à-dire que si vous n'avez pas d'adhésion, si vous n'avez pas de compréhension par rapport à ce que vous voulez faire, quand bien même vous avez les financements nécessaires, votre investissement ou le projet est quand même mal, comment dirais-je, démarre mal. Et puis il y a un autre sujet également qui pourrait être couvert éventuellement, c'est par rapport à ce que Paul dit, il n'y a pas le cadre réglementaire et juridique qui devrait être, qui représente un obstacle évident au développement de ces projets, sachant que les investisseurs, les banquiers, les assureurs vont faire leur propre due diligence et vont voir effectivement, l'une des premières choses, c'est où est-ce qu'ils mettent les pieds et quelles sont les règles et les normes qui sont applicables. Donc là aussi, il y a des réflexions de la part des juristes notamment, pour prôner une espèce de co-régulation. Et quand on dit co-régulation, ça veut dire être dans un domaine, un secteur où la législation n'existe pas, où elle est parcellaire, elle est inadéquate, et donc par conséquent, légiférer sur des choses dont on ne sait pas quelles seraient les conséquences, donc on préfère faire partir d'un projet pour créer de la norme. Et ça peut être des principes sous une forme d'adhésion, mais ça aussi, ce sont des mécanismes qui généralement sont développés dans des domaines qui sont pas connus, innovants, et il va falloir être pragmatique et innovant. Donc ma question, c'est est-ce que cette problématique elle-même est prise en compte dans l'analyse et comment est-elle traitée, c'est-à-dire subventionnée, financée, et comment effectivement former, accompagner
les collectivités publiques, les usagers, dans ces nouveaux projets, de cette nouvelle technologie. Je laisse la parole à qui veut. Je vais prendre le côté régulation et programme législatif, parce que donc nous, c'est quelque chose que nous on fait et qu'on propose, c'est d'aider tout gouvernement qui a envie de développer un cadre législatif pour les énergies marines renouvelables, de l'aider à savoir comment il faut faire. Au niveau européen, on a un cadre législatif avec des objectifs à terme à atteindre. On a un cadre de financement avec des programmes de financement qui ciblent différents niveaux de développement des technologies. Et on a en plus un cadre environnemental et un cadre social. Donc nous, c'est des choses en interne de l'association chez Energy Europe, hein, qu'on essaie de communiquer à un maximum de gouvernements. Par exemple, Wave Energy, Marine Scotland, qui est un one-stop shop pour monter des projets en Écosse, c'est quelque chose qu'on a poussé en interne de l'Union européenne pour que ça soit reproduit à différents endroits. Le système, quelque chose qu'on pourrait facilement reproduire, qui est européen mais qui peut se faire hors Europe, c'est tout ce qui est système d'études d'impact environnemental. On a une législation qui est très poussée, qui existe depuis 1992, qui a été révisée maintes et maintes fois et qui aujourd'hui tourne plutôt bien. Donc c'est des choses que nous, on peut faire tout à fait. Et j'ai envie de dire, c'est valable au niveau purement législatif, mais c'est aussi valable au niveau financement. Et donc, pour lier un peu la première et la deuxième question, vous disiez, des fois, on préfère créer un projet pour créer partir sur un projet pour créer de la norme plutôt que de légiférer dès le départ. Bon, alors, dans le voilà. vague, on sait même oui. où taper, quel est qui commence par quoi. Au demeurant, il y a un autre problème aussi sur le plan juridique stricto sensu pour ce genre de projet, c'est le droit foncier. Droit maritime, droit foncier. Donc il y a quand même des choses qui sont sur lesquelles rien n'est. On n'a pas beaucoup de normes, on n'a pas beaucoup de principes dans certaines îles de la Caraïbe, ça c'est sûr. D'accord. Alors bon, moi je connais pas particulièrement le droit foncier dans les Caraïbes. Par exemple, en Angleterre, c'est la couronne qui possède tous les fonds marins. Donc, pour faire un projet, il faut demander l'autorisation à la reine et surtout, il faut lui envoyer un petit bakshish pour mais dire. Mais elle n'est plus là, la reine. Je crois que c'est son successeur. Son successeur, mais bon. Oui, c'est vrai. Et c'est une vieille nostalgie. Oups. Et oui, donc en fait, il faut. Bon, tout ça, c'est législativement très, très régulé, et si vous voulez une partie des fonds marins anglais, il faut tout simplement faire un processus d'application, etc. Donc ça, c'est pas des trucs, c'est des trucs qui sont reproduisibles. Je connais pas exactement le secteur des Caraïbes à ce niveau-là particulièrement. Mais pour revenir à ce que vous disiez, donc utiliser un projet pour créer de la norme, c'est un petit peu ce que la France est en train de faire en France métropolitaine avec l'hydrolien aujourd'hui. C'est-à-dire on a appris il y a un mois que le gouvernement français, que la ministre l'a annoncé directement, apparemment c'est monté jusqu'au président Macron en termes de décision, qu'ils allaient financer avec 65 millions d'euros au moins en CAPEX et un tarif de rachat qui n'est pas encore défini, ou qui n'est pas encore officiel on va dire, et que donc cette ferme pilote, qui est une ferme de 17 MW dans la Manche, en Normandie, dans le Raz Blanchard, allait être financée, ce sera la plus grosse ferme pilote du monde, ce sera le plus grand nombre de machines du monde. Donc c'est extrêmement innovant, c'est extrêmement intéressant. Mais en fait, ça va être un petit peu la même approche que ce que vous avez dit, c'est-à-dire la France finance ce projet-là avec l'idée de dire bon, si ça marche, après on voit derrière. Bon alors, nous ce qu'on leur explique, c'est que c'est bien de dire si ça marche, on voit derrière, mais les entreprises et les investisseurs, ils sont là aujourd'hui et ils vont pas attendre 3 ans que la France décide ce qu'elle veut faire d'ici 7 ans. C'est pas comme ça que ça marche. Les investisseurs, ils ont l'argent maintenant et ils l'investissent là où ils peuvent. Donc c'est pour ça qu'on a besoin d'une visibilité, et c'est pour ça que de notre point de vue chez Energy Europe, le cadre législatif nécessaire pour développer ce type de technologie, c'est des objectifs long terme où on a une visibilité de marché. Donc en France, typiquement, on a demandé un peu plus d'1 giga à 2035 de visibilité, donc avec des engagements sur des appels d'offres. Au niveau européen, la visibilité nous a été donnée par la stratégie offshore dont parlait Carmen tout à l'heure. C'est 1 gigawatt à 2030. Donc c'est cette visibilité-là en termes d'objectifs. Ensuite, c'est une visibilité en termes de finances, c'est-à-dire oui,
moi, État, je soutiendrai les investisseurs qui souhaitent avec un tarif de rachat. Éventuellement, moi, État, je peux mettre une avance en CAPEX ou une avance remboursable. Ou alors, je laisse le soin à l'Union européenne de mettre cette avance en CAPEX, ça marche aussi. Ou alors, on fait les deux, on partage. C'est aussi un autre programme sur le houleau moteur. EuropeWave, pour ne pas le citer. Donc, il y a différentes possibilités à ce niveau-là, mais cette visibilité, elle est absolument nécessaire pour que, au-delà du programme, au-delà du projet, il y ait quelque chose qui se développe. Ok, merci. Paul, tu avais quelque chose à dire sur le côté soft et régulatoire? Yes, I'll gladly do that. The earlier stage of project is, the more important these soft elements are. For example, when you develop a wind farm or anything that has to do with coast, you may have to displace people sometimes. You have changes in the wind patterns which affect the agriculture on the island, and so on and so on. Not to mention that if you have wind farms standing on a beach in the Caribbean, that will give you a very different view for each tourist. So basically, the feasibility of every single project depends largely on the buy-in of the local population represented by local community leaders or by the government or by any institution. So on our end, we do really emphasize to the developers, to the private companies, that no financing will be obtained unless the buy-in of the local community is fully secured. So for us, this is a really, really important element. You can do your spreadsheets, very scientifically, but if you have no buy-in from the local community, it won't go, just not. So it's a very important criteria in our assessment before we engage with the client to ensure that this is either settled or definitely part of the agenda. So it's very important. Similarly, as I mentioned before, in many island states there is a very basic regulatory framework, and it's not so much the technicalities of not knowing how to make a more advanced regulatory framework are the issue. The issue is that nobody really believes that a particular high-tech project can be realized in a place like island states. So there too, the soft element of project development is very important. You have to take your politicians and your community leaders to elsewhere where such projects have been developed and show them under which conditions these can be made feasible also in the Caribbean. So these soft elements are really important, but are also at the heart of an integrated financing process as we support it. Thank you. Okay, thank you very much. Yeah, maybe I can piggyback on that. Just to blatantly promote marine energies, because we don't really have problems with displacements because we kind of built in the water, so nobody lives there. Not even the fish we displace very much, because once the turbine is back in the water and is installed, they're actually happy to swim around it. So my point here being that we have great social acceptance for marine renewables. Et ça y est, je parle en anglais, mais bref, c'est pas grave. Désolé. Voilà. Et en gros, l'acceptabilité sociale est très très bonne. C'est des technologies qu'on voit souvent pas du tout, même de la plage, parce que même celles qui sont flottantes sont peu élevées. Donc en fait, dès qu'il y a un petit peu de vague, c'est sous l'eau. Et en fait, nous on constate que il y a vraiment en général un fort soutien des énergies de la population locale. Et si vous allez à Orkney en Écosse pour revenir en Écosse, vous prenez le taxi à l'aéroport pour aller à EMEC, qui est le centre des énergies marines là-bas et européen, et le chauffeur de taxi connaît EMEC et il trouve que c'est très bien. Alors que vous allez ici à Bruxelles et vous parlez d'énergie marine renouvelable, je vous garantis qu'un chauffeur de taxi connaît ça. Donc c'est vraiment, en général, c'est des technologies qui motivent un fort soutien, parce que l'attachement à la mer pour les gens est très important aussi. Non, parce que merci beaucoup pour cette réflexion, mais il y a le PPE, le programme pluriannuel énergétique, donc français, qui sort, qui vient de sortir, c'était septembre. Si, il est sorti septembre-octobre. C'est un draft, autant que je sache. J'étais avec la DEL, la DEAL, Okay. et ils sortaient, enfin bref.
Non, il n'est pas sorti. Donc, ou il est en passe d'être sorti, mais moi j'avais cru comprendre que pour la Guadeloupe, il était sorti. Alors là, pour la Guadeloupe, je sais pas. Parce qu'il y a Corse, Guadeloupe, Martinique, c'est différent pour... Bon, l'idée, c'est que les énergies marines renouvelables ne sont pas dedans. OK. Que vous allez aussi, je ne sais plus, je crois à Sainte-Lucie, etc. Ils sont en train... C'est-à-dire que... Enfin, ce qui est paradoxal, c'est qu'effectivement, la région caribéenne est certainement l'une des plus concernées, et pourrait être l'une des plus grandes bénéficiaires de cette nouvelle technologie, et qu'elle est, je dirais pas ignorée, hein, mais je dis que bon, voilà, l'Écosse c'est bien, la mer du Nord, etc. Mais dans ces îles-là, ils n'ont ni la connaissance, c'est-à-dire que au-delà d'être inscrits dans le marbre, dans la législation, dans la régulation, il n'y a aucune de leurs politiques à l'heure actuelle. Vous lisez, hein, vous allez sur les sites gouvernementaux, etc., même l'OECS, ils ont fait une étude qui s'est terminée en 2016. D'ailleurs, c'est Madame Chamberlain qui était à l'origine de ce truc-là. Ça s'est terminé en 2016. Coopération régionale, gouvernance de l'océan, etc. Et puis, plus rien. Donc, à l'heure actuelle, je suis heureuse d'apprendre par Rémi qu'effectivement il y a des choses qui bougent et qu'il y ait une sensibilisation. Mais sur le plan justement de la Caraïbe, il me semble que les bailleurs de fonds et les pouvoirs publics devraient focaliser sur la sensibilisation, la familiarisation, le transfert de connaissances et des tenants et des aboutissants de ces énergies qui sont très peu maîtrisés, méconnus et compréhensibles de la part des décisionnaires. Et donc, effectivement, si vous me dites, vous, leveur de fonds, qu'effectivement, ce sont des aspects qui sont financés, je pense que là, il y a véritablement un grand chantier à ouvrir sur ça, dans ce domaine. Enfin, ça me semble important. Peut-être pour vous répondre, moi je pense un des problèmes sur les Caraïbes, et quand j'étais, ça fait 10 ans que je suis dans les énergies marines renouvelables, mais avant j'étais dans l'éolien, et c'était un petit peu les mêmes problématiques, c'est-à-dire que le problème vous parlez d'insularité, d'étroitesse du marché, etc. De mon point de vue, l'étroitesse du marché, c'est pas tellement un souci, parce que en gros, pour un investisseur, il va regarder si ça lui coûte beaucoup plus cher d'aller dans ce marché-là plutôt que sur un autre. Et si la réponse c'est non, pas beaucoup plus cher, est-ce que c'est rentable? Oui, il va y aller quand même. Donc pour moi, l'étroitesse du marché n'est pas trop importante. Ça pose des questions en termes de supply chain, mais au final, ça reste des questions purement financières où c'est une équation à la fin. Donc du moment que le tarif de rachat qui est sur place est suffisant, en fait, on arrive quand même à faire fonctionner cette équation-là. Par contre, le côté dont vous parliez tout à l'heure, à savoir transfert de connaissances, etc. Bon, moi, l'impression que j'ai en y étant allé 2-3 fois et en ayant discuté avec les autorités locales et quelques utilities, mais encore une fois, je n'en mettrai pas main à couper, vous connaissez sûrement mieux que moi, mais c'est que il y a aussi, dans toutes ces îles ont fonctionné au diesel pour la plupart pendant des décennies, d'accord? Donc ça veut dire que les utilities locales, on a des entreprises qui savent faire une chose, elles savent brûler du diesel dans une centrale à vapeur. Le truc, c'est qu'elles ont fait beaucoup d'argent avec ça pendant les 50 dernières années. Et que, je discutais aux Canaries, par exemple, c'est aussi le mode de fonctionnement. On est à 450 € du mégawattheure, c'est-à-dire qu'à ce prix-là, moi, je finance une ferme éolienne ou même une ferme à vagues sans aucun problème. Mais il y aura beaucoup moins de bénéfices derrière pour l'énergéticien local. Et que donc, il y a des problèmes j'ai envie de dire qu'ils ne sont pas seulement de transfert de connaissances, il y a des problèmes du fait qu'il faut assurer un minimum de revenus, soit une obligation pour ces entreprises-là de changer, donc c'est l'implémentation des directives européennes, ça va arriver, soit une motivation pour qu'ils le fassent, et cette motivation doit être aussi financière à ce niveau-là, sinon il n'y aura pas de changement. On est d'accord, mais alors, premièrement, la caractéristique, et là encore, je ne veux pas trop généraliser, mais ce qu'on trouve sur le marché caribéen, c'est un opérateur historique qui est en partenariat avec un privé, qui a l'exclusivité de toutes les activités, c'est-à-dire la production d'énergie, à sa distribution, à sa vente, etc.
Donc l'État, il s'y retrouve aussi. On est d'accord. Donc là, il n'y a pas que le privé, il y a aussi... Et donc l'idée, encore une fois, moi, je joue encore les candides, je suis l'avocate du diable, à savoir comment on va vendre à quelqu'un qui ne comprend pas ce que vous voulez faire. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire que moi, je viens... C'est comme un VRP. J'enlève ma mallette, j'ouvre ma mallette, je dis, voilà, là, c'est une nouvelle solution, ça va vous coûter moins cher. Là. OK. Comment on fait ça? Alors que, effectivement, cet acheteur, enfin, l'État, n'a aucune idée de ce qu'on veut lui offrir. Et que quand bien même c'est la plus belle initiative, innovante, tout ce qu'on veut, s'il ne comprend pas, s'il ne voit pas les tenants et les aboutissants, tout à l'heure on parlait d'usagers qui étaient complètement convaincus, le chauffeur de taxi, vous allez en Guadeloupe ou en Martinique, vous allez voir des pêcheurs qui disent « Ah ouais, mais là, voilà, exact ». Donc le gars, il va vous dire « Oula !» et puis ça va faire du bruit pour les poissons, et puis ça va faire... Déjà, ils ont des gros problèmes. On peut dire qu'en Guadeloupe et en Martinique, je vais ralentir, c'est vrai que je parle vite. Excusez-moi, mes collègues interprètes. L'idée étant que, voilà, la pêche déjà souffre. D'accord ? Quand on parle d'impact, alors c'est peut-être l'objet de cette seconde table ronde, mais l'idée c'est que ça, c'est vraiment comment on peut convaincre ces gens-là, qui ont un lobby important. C'est comme la ferme éolienne, not in my backyard. On est d'accord. Donc là aussi, il y a véritablement tout ce côté justement pédagogique, approche, politique, qui, à mon avis, doit englober, doit être dans l'enveloppe de financement, doit être des sujets. Et donc, pour juste finir sur cette idée de connaissance, vous avez bien vu que ce matin, on a préconisé au niveau recommandation de la régionalisation et de la mutualisation de connaissances au niveau régional dans la Caraïbe. D'accord ? Soit au niveau de la Caribbean Development Bank ou de l'OECS ou de la Banque interaméricaine de développement, puisqu'elle couvre l'Amérique latine et la Caraïbe. Nous, on s'est concentré sur les petites îles de la Caraïbe orientale, mais il y a évidemment les grandes Antilles. Il y a Jamaïque, il y a Haïti, il y a Cuba, il y a Porto Rico, etc., au niveau des grandes Antilles qui font partie de la Caraïbe. Et je pense que les expertises, et ça, c'est pas seulement au niveau des énergies renouvelables, c'est Marine, les expertises sont tellement aiguës maintenant, ils sont tellement pointus qu'on ne va pas trouver, vous n'allez pas trouver d'interlocuteur dans chaque île déjà. Donc l'idée, c'est véritablement de pouvoir trouver et de pouvoir essayer, et c'est aussi le boulot de lobbyistes, des financeurs et des développeurs en disant il nous faut des interlocuteurs qui nous comprennent et qui peuvent après faire peut-être la vulgarisation ou au moins vendre nos projets auprès des politiques, auprès des décisionnaires. Sinon là, c'est plus, au niveau du temps, ça décuple les délais, et je pense qu'au niveau des délais, on n'a plus beaucoup de temps véritablement. On sait que maintenant, on est dans le dur, et ce sont des problématiques urgentes. Donc voilà, ça c'était une réflexion que je voulais faire. Je ne sais pas si notre collègue, est-ce qu'il est encore avec nous Je ne sais pas, Paul, je ne sais pas. Non ? Non, ok, bon alors je vais prendre pendant. Okay. Donc comment vendre ça au gouvernement et comment faire cette histoire de transfert de connaissances ? Alors après, moi j'étais très surpris, il y a 5-6 ans quand je suis allé à la Barbade pour une conférence sur l'énergie, j'y suis allé pour présenter les énergies marines renouvelables, et dans la pièce j'ai eu des questions que j'avais même pas à Bruxelles, qui étaient extrêmement pointues et qui dénotaient d'une connaissance notamment des technologies haut-tech, échange thermique, mais assez pointue. Donc j'étais très favorablement surpris de voir que même dans des îles avec effectivement moins de moyens et moins de personnel, c'était quand même possible d'arriver à une bonne connaissance de la technologie. Par contre, ce qui manquait, c'était le soutien politique derrière et financier. Et je pense que, pour répondre à votre question, comment est-ce qu'on vend
le sujet dans ce type d'endroit? Pour moi, la réponse, elle est en une phrase, c'est qu'aujourd'hui, enfin 2 phrases. Aujourd'hui, vous, gouvernement et utility locale, vous faites de l'argent avec le diesel. Demain, vous pouvez en faire plus avec les énergies marines renouvelables. Bah, c'est une phrase. Non, mais ça, c'est... Donc, oui. Juste pour expliquer là où je veux en venir, c'est qu'en gros, pour les îles, on sait que le prix du kilowattheure, il est entre 400 et 600 euros du mégawattheure, selon les îles, selon les lieux, selon les modes de production, etc. À ces prix-là, je vous ai dit qu'aujourd'hui, c'était possible d'installer une machine à vagues ou une hydrolienne. Cela dit, bon, les questions du risque, les questions pour le coup de l'insularité, de la supply chain, là, vont plus jouer, certes, mais ce qui est important, c'est qu'aujourd'hui, on est autour de ce montant-là, mais demain, si vous regardez les dernières études qui ont été faites sur les baisses de coûts dans les secteurs des énergies marines renouvelables, on parle à 1 gigawatt installé, c'est-à-dire 2030 selon la stratégie européenne, hein, on parle d'arriver à 90 ou 100 euros du mégawattheure. Donc à 100 euros du mégawattheure, vous êtes 4 fois en dessous du prix le plus bas qu'on trouve assez régulièrement dans les îles. Ça veut dire qu'il y a une possibilité à la fois pour l'État de mettre de la taxe et pour la utilité locale de faire du profit qui sont réels. Donc je pense que notre travail, en tant que lobbyiste, oui, d'une certaine manière, et en tant que développeur de projet, très certainement aussi, c'est de faire comprendre que on n'est pas en train de vendre une technologie qui va être toujours à 400 ou à 450. On est en train de vendre une technologie qui, dans 5 ans ou dans 8 ans, sera déjà très proche du 100 euros par mégawattheure. Et à ce prix-là, dans les îles, de mon point de vue, c'est imbattable. Enfin, sauf éolien et solaire, hein, bien sûr. Mais en tout cas, en fossile, vous n'arriverez jamais à ce prix-là. Ok, non, mais c'est à l'instar de ce qui a été dit au début avec Carmen sur la cartographie de la nécessité de s'y retrouver un peu dans les différentes aides, lignes de financement, facility, etc., qui existent. C'est la même chose au niveau des énergies renouvelables. Là, encore une fois, je me fais, en tant que béotienne, me disant, bon, on vient me voir, on me parle d'hydrolien, de l'homotricité, d'hydrogène, de l'éolien, l'hydrolien ou l'homotricité qui pourrait alimenter pour faire de l'hydrogène, la géothermie, le solaire, enfin, bon, voilà. Tout ça pour quelqu'un qui n'y connaît rien, mais qui doit décider. Je pense à des collectivités locales en Guadeloupe. Hein, c'est des gens qui sont complètement paumés. Et donc, dans le cadre de la décentralisation où on donne ces responsabilités aux collectivités locales, le président de région ou le président d'une collectivité des communes, je ne suis pas sûre qu'ils soient véritablement rodés et comprennent les enjeux et les tenants et les aboutissants sur le plan financier, économique ou autre. Hein. Donc là aussi, il y a véritablement un important effort pédagogique et là encore, c'est aussi culturel et faut pas être condescendant, faut pas leur dire voilà il faut faire ça parce que c'est mieux pour vous. Il faut qu'ils comprennent que c'est pourquoi. Donc il y a pas et donc ça c'est quelque chose qui il me semble doit être pas à négliger. Pour moi, c'est certainement, quand on parle de processus d'adhésion, c'est certainement pour moi quelque chose qui est déterminant. Et expliquer les bénéfices, etc. Alors j'avais une question pour Céline et Bruno, puisque ce sont des développeurs, et pour qu'ils puissent s'exprimer également au terme de cette table ronde, peut-être venir finir avec nous parmi nous, pour justement qu'ils fassent état, eux, des problématiques au niveau de leur métier de développeur, et quelles sont les contraintes, et quelles sont donc les solutions, ou tout du moins les alternatives qu'ils voient et qui pourraient être adoptées. Pardon. Pardon Monique, excuse-moi, on était sur les micros, j'ai pas écouté. Non mais c'est pas un problème, il n'y a aucun problème, on est tous un peu fatigués, c'est la fin de la journée. Non, ce que je voulais dire, c'est que j'aurais aimé avoir votre point de vue, puisque vous êtes développeur, sur les contraintes qui vous apparaissent les plus, peut-être pas insurmontables, mais les plus importantes, et les alternatives ou les solutions, les options
que vous voudrez bien qu'ils soient sur la table, qui viennent des investisseurs ou privés, ou qui viennent des pouvoirs publics. J'aimerais avoir votre point de vue sur la question. Oui, le sujet est vaste. Effectivement, il y a le niveau dont vous avez parlé qui est un haut niveau, et ça, c'est ce dont on rêve, qui est vraiment une prise en main. Il n'y a plus de traduction ? Oui, la traduction, oui. C'est bon. Oui, on va dire que cette pédagogie, ce transfert de connaissances, etc., se fasse dans les hauts niveaux et puisse ruisseler et être appliqué, mais c'est pas quand même le cas. Nous, donc IS, on est dans les énergies marines. À titre personnel, j'étais aussi dans l'éolien terrestre par le passé, et au début les premiers pas de l'éolien en France. Et en fait, c'est un métier de terrain. Et ce travail de pédagogie et d'embarquer les gens, on est obligé d'en passer par là. Je pense qu'on est vraiment sur des projets d'hommes et de femmes. Donc c'est de l'humain d'abord. Et je ne suis pas sûre qu'il y ait une solution miracle qui nous empêche de passer par cette étape de convaincre et d'embarquer les gens et d'expliquer, de rabâcher, de porter la bonne parole. Et voilà, donc ça c'est un premier point, et c'est un travail qu'on mène, ça fait partie de notre travail de développeur, de s'adresser à tout un tas de publics variés. Effectivement, des fois on a des surprises, où on a des gens très, très au fait, et puis d'autres fois des gens qui sont complètement hors sol par rapport à une réalité de même savoir d'où vient leur électricité. Et, non, mais j'exagère, mais pas loin, quoi. C'est ça. On ne se pose pas la question. Surtout, bon, en Caraïbes, c'est particulier. Ils connaissent des coupures, même sur la Caraïbe française, on a des coupures d'électricité et des problèmes d'eau qu'on n'a pas dans l'Hexagone. Donc, voilà, c'est. Et l'autre point, nous, notre principal frein à ce jour, puisqu'on est quand même, je pense, une des rares sociétés à se positionner comme développeur, et non pas, développeur de projet et non pas développeur de technologie, parce que c'est pas le même métier et il faut vraiment les deux dans la chaîne de valeur. Notre problème, je pense, c'est surtout, vous en avez parlé, si j'ai bien suivi, c'est quand même de pouvoir financer la phase qu'on appelle de développement, des études, et d'avoir quelqu'un, je ne sais pas quel organisme, qui vient prendre une part de ce risque. Parce que ça, c'est très vite, finalement, dans l'ensemble, on arrive à susciter l'intérêt assez rapidement. Hein, si on explique simplement les choses, il y a beaucoup de bon sens dans tout ça. Donc quand même, on a les gens, puis là on touche du doigt les problématiques climatiques, on le voit tous les jours, climatiques et de limites de ressources, etc. Donc, mais très vite, sur la table, on nous dit, oui, d'accord, c'est bien beau tout ça, mais comment on le finance ? Et c'est vrai que nous, on a des petites épaules encore, donc on a l'expertise, on a la connaissance, mais il nous faut ces fonds. Et cette phase transitoire ou d'amorçage, je ne sais pas comment on l'appelle, au début, là où on en est, nous, maintenant, là, pour les Caraïbes et ailleurs, elle est problématique. Parce qu'on aura tout un tas de monde qui viendra financer quand on aura les autorisations, on aura bien tout ficelé, ça sera joli. Alors là, tout le monde voudra financer. Mais cette phase amont, elle n'est pas si évidente que ça. Enfin, elle n'est pas évidente du tout, d'ailleurs. Oui, je pense qu'elle est... La manière dont ça se fait sur les entreprises avec lesquelles on travaille dans l'éolien, c'est qu'en fait, ils financent le projet suivant sur la base du premier projet qu'ils ont eu. Sauf que chez nous, tous les premiers projets sont hyper difficiles. Donc, ça laisse pas beaucoup d'argent derrière pour financer d'autres projets. Donc, je pense que c'est là où le problème que vous avez en ce moment. Une fois que le marché sera lancé, je pense que vous pourrez d'un projet sur l'autre assez facilement développer les études sur 2 ou 3 sites pendant que le projet que vous avez lancé est en train de tourner. Donc ça, je pense que c'est le problème du début du secteur. Donc. Et on a aussi, on le disait tout à l'heure, on en discutait entre nous, il y a aussi peut-être qu'il faut aussi changer un peu la façon de voir les choses et pas d'être que sur un aspect purement financier ou d'intégrer d'autres coûts en se disant ok, cette technologie elle est aujourd'hui un peu plus chère, mais elle va éviter des coûts
peut-être... elle évitera d'autres coûts indirects. Et il faut aussi les prendre en compte dans la rentabilité du projet, peut-être. Mais là, on n'en est pas là encore, quoi. Là, c'est utopique, peut-être, mais ça serait une voie. C'est pas utopique, le TES, le système d'échange de quotas de CO2, c'est la première expérience réussie d'internalisation des coûts externes des énergies et la première expérience de pollueur-payeur, entre guillemets. Donc, mais le truc, c'est que déjà le TS a été extrêmement difficile à faire passer. Ça fait 20 ans, ça fait 5 ans que ça tourne à peu près. Mais avant, c'était une usine à gaz qui servait à rien. À part à gérer des financements pour les grosses entreprises. Au lieu d'une taxe, c'était devenu un financement. Mais bref. Donc c'est pas... Oui, c'est très difficile, pourquoi pas. Mais je pense que hors carbone, aujourd'hui, intégrer les autres coûts, c'est très difficile. Et même juste les quantifier, c'est très difficile. Voilà. Et dernier point que je voulais dire aussi, c'était on oublie toujours par où on est passé pour les autres technologies. Donc quelque part, on va nous dire sur nos énergies marines, de la houle ou des courants ou autres, vous n'êtes pas compétitif. Ok, mais les autres, quand elles ont démarré, elles n'étaient pas au prix qu'elles sont aujourd'hui. Enfin, vous l'avez évoqué tout à l'heure, mais ça, on oublie aussi. Donc il faut soutenir ces énergies qui contribuent énormément au mix et apportent de la stabilité dans le réseau. Tout à fait. Non, c'est vrai, le premier subside à l'éolien, c'était 600 € du mégawattheure. Le premier subside au solaire, c'était 800 € du mégawattheure. Donc nous on l'oublie complètement. Nous, on est déjà autour de 300, c'est déjà génial. D'autres, donc des solutions, une amorce des alternatives. Non, je crois que c'était bon. Premièrement, c'est un dossier intéressant, c'est un secteur intéressant qui recouvre plein de choses, parce que la mer dans les Antilles, la mer dans les Caraïbes, c'est tout. Pratiquement, c'est une source... Il y a le rhum aussi quand même. Oui. Faut pas oublier. Quoi. Oui, il faut pas oublier. Mais bon, on est venu conquérir ou nous envahir par la mer. Enfin, tout vient de la mer. La mer est véritablement centrale dans la Caraïbe. Donc je pense qu'effectivement, il y a encore du chemin, il y a encore des choses à faire. Et donc, je voulais juste, avant de passer la parole aux personnes qui auraient des questions dans l'auditoire, je vais juste vous faire part des principes, donc, puisqu'on parle de façon adhésive de la corégulation. Et donc, alors vous savez qu'il y a, en matière de financement de projet, il y a quelque chose qui s'appelle les équateurs, les principes équateurs. Equator Principles, c'est donc une charte de bonnes pratiques et qui a été élaborée il y a quand même plus d'une vingtaine d'années et au sujet duquel il y a à peu près 95% des grandes banques privées qui ont adhéré. Et donc, il y a des critères sociaux, il y a des critères environnementaux, etc. Donc, les banques, il y a chaque fois qu'il manque... c'est sur un processus d'adhésion, donc c'est pas obligatoire. Mais si les banques effectivement se soustraient ou ne sont pas conformes à ces principes, il y a toujours une ONG ou même des bailleurs de fonds qui vont leur dire vous ne respectez pas vos principes, d'accord ? Donc ça, c'est à l'instar de ce qui se fait pour le financement de projet. Voilà ce qui est en train d'être développé pour l'économie bleue, ok ? Dans le concept d'économie bleue durable, il y a 14 principes qui ont été érigés en 2017 et au fur et à mesure, il y a un processus d'adhésion donc de tous les bailleurs de fonds et même de certains, je crois qu'il y a AXA Assurance, ou un truc comme ça, il y a un fonds d'assurance qui a adhéré également. Donc ça veut dire que conscient des problèmes et donc sans les énumérer, vous avez évidemment, le principe de préserver, de restaurer et de protéger les écosystèmes marins, d'accord ? Ça, c'est un des critères qu'ils vont prendre en compte. L'autre, c'est que ces projets soient conformes à la législation en place. Bon, sur certains points, il n'y a pas de problème parce qu'il n'y en a pas, donc voilà. Donc là aussi, c'est un peu à côté de la plaque. Moi, j'aurais dit...
en matière de bonnes pratiques, hein, et d'aller au plus 10 ans s'il n'y a pas de législation dans le pays du même. Une conscience du risque, donc c'est dit, donc avec une quantification de ce risque et d'évaluer à l'aune et donc les impacts systémiques que pourraient provoquer, causer ces projets. Donc vous avez vu qu'il y a cette approche d'analyse systémique des impacts tout au long des chaînes de valeur, hein, du projet. Participation inclusive, hein, donc ils ont les banques et les bailleurs de fonds font attention effectivement à cet aspect en essayant donc non seulement de les inclure mais d'atténuer évidemment l'impact que ces projets pourraient avoir sur eux. Donc on a parlé des pêcheurs tout à l'heure, donc c'est effectivement où les gens qui vivent sur le littoral. Bonne pratique et coopération. Donc excusez-moi. On développe les bonnes pratiques et on les partage donc avec le milieu financier. Et vous avez vu, hein, quand ils parlent des établissements financiers, ils incluent les investisseurs, ils incluent les assureurs aussi pratiquement systématiquement dans tous les principes. Le principe de transparence de toutes les activités, donc des projets, des investissements, des assurances qui sont souscrites, de l'impact social et environnemental et économique, et entre parenthèses, ils ont dit positif et négatif. Donc là aussi, une prise en compte de ça au niveau de la transparence, de dire clairement les choses, de définir effectivement les buts, et donc ça, c'est la conformité au sustainable, comment on dit ça en français, c'est objectif de développement durable. Et donc il s'agit de développement de l'objectif 14, hein, qui est de conserver et exploiter de manière durable les océans, les mers et les ressources marines, aux fins du développement durable. Voilà. Ça, c'est l'objectif 14. Et donc, je suis toujours en train de naviguer entre... Donc, l'impact, on en a parlé, hein, de voir les bienfaits et d'expliquer. Il y en a 14. Hein. L'approche de précaution. Donc, quand on ne sait pas, on n'y va pas, en gros. Hein, ils disent les bonnes pratiques... attendez, c'est moi qui ne suis pas. Donc, si on n'a pas de base de preuves scientifiques solides, on ne prend pas le risque, en gros. Hein, encore une fois, c'est déclaratif. Hein. Nous soutiendrons les investissements, activités et projets concernant les océans qui ont évalué les risques et impacts sociaux et environnementaux de leurs activités sur la base de preuves scientifiques solides. Le principe de précaution prévaudra notamment lorsque les données scientifiques sont indisponibles. Ouais, je veux bien, mais bon, comment on fait pour lancer une nouvelle technologie alors? Parce qu'au début, on n'a rien. Donc il faut bien qu'il y ait un endroit où on mette quelque chose dans l'eau pour voir comment ça tourne, oui, quels impacts ça peut avoir. Donc moi, le principe de précaution en tant que personne qui bosse depuis 20 ans dans le renouvelable, j'aime bien, mais il y a une limite. Enfin, c'est nécessaire, un certain, mais il y a une limite quand on parle de nouvelles technologies, a fortiori quand elles sont renouvelables, c'est-à-dire avec fondamentalement beaucoup moins d'impact que toutes les autres, et encore a fortiori à partir du moment où elles ont des business models et des briques technologiques, pour reprendre un mot français qu'ils aiment bien, qui sont très similaires à d'autres technologies qu'on a déjà. J'ai nommé l'éolien offshore, flottant et posé. On est des technos qui ressemblent énormément à ces trucs-là, et on peut déduire tout simplement, et moi j'étais responsable environnemental pour l'association de lobby de l'éolien, et on nous a embêtés pendant des années avec des trucs. Et nous, on leur a dit dès le départ, mais vous savez, une fois qu'on a fini le pile driving, pendant 20 ans, il ne se passe plus rien, à part qu'il y a un peu de biodiversité qui s'installe sur les turbines, et que c'est bizarre, il n'y a plus de pêcheurs, du coup, il y a plus de poissons. Et c'est pas bien pour la biodiversité, ça, autant que je sache, plutôt bien. Oui, mais là, encore une fois, on voit l'hiatus. Donc, il y a aussi une question de dialogue, même avec des gens qui sont censés bien connaître et cerner et maîtriser le sujet. Donc c'est intéressant à soulever. Bon, alors diversification, évidemment, hein, au niveau du 11e, donc c'est diversifier les instruments financiers. D'accord ? Donc de faire
du Crown, des bandes, des instruments financiers sur le marché, on parle de blue bonds, etc. Donc diversifier le portefeuille sachant que, encore une fois, si on rentre dans une réflexion sur le financement de projets en général, il est clair que là, les écueils sur lesquels il y a beaucoup d'efforts qui sont faits de réflexion pour trouver des solutions, et d'ailleurs le crowdfunding, c'est-à-dire que dans les financements de projets, le financement qui émane du secteur privé est trop court. Il est trop peu, et c'est pas assez, et c'est trop court. Parce que ça ne couvre qu'une phase de construction, généralement, d'installation, de construction, mise en service, etc. Et on estime, après des années de leçons tirées de ce genre de trucs, que, in fine, le financement devrait durer plus longtemps pour s'assurer que le projet est viable. Et donc là, quels sont le palliatif? Alors on parle de output based, je ne sais pas si vous connaissez un peu les OBA, c'est-à-dire des critères de performance qui sont fixés par les bailleurs de fonds, et où, donc, si ces performances ou ces résultats sont respectés, ou sont, donc le nombre de branchements, bref, eh bien, ça déclenche le décaissement de subventions publiques. Donc là aussi, ça peut faire l'étape. Mais on voit bien à l'heure actuelle que, donc c'est, encore une fois, au niveau contractuel, parce que nous, on est juristes, enfin en tout cas, Karim et moi, on est juristes, et donc sur le plan contractuel, c'est quelque chose qui est difficile à monter, difficile à négocier, et puis où on met la jauge, sachant que c'est des projets qui sont sur 10, 15 ans, 20 ans, sinon plus. Donc voilà, c'est cette complexité qu'il faut aussi que tout le monde, toutes les parties prenantes, y compris vous, soyez informés pour comprendre où est-ce que ça peut jouer, ou quel est l'aspect sur lequel il faut vraiment insister pour que ça soit viable. Hein. Donc 12, des recherches de solutions, l'approche donc des solutions commerciales innovantes, on parle de commerce là, donc voilà, à des problèmes maritimes qui ont un effet positif sur les écosystèmes marins et les moyens de subsistance dépendants des océans. Le 13e, des partenariats, donc du PPP, partenariat public-privé, qui est encouragé dans ce machin. Et le 14e principe, c'est développer des connaissances. Et donc là aussi, quels sont les financements par rapport à la recherche sur ces nouvelles technologies. Là aussi, c'est un autre pan, un autre, élément de financement, composante du financement qui devrait être adressé. Voilà, je voulais vous faire part de ces... donc vous avez la référence... excusez-moi. J'ai encore... La référence, elle est là. C'est UNPFI, Org Blue Finance Principles. Qui n'existe qu'en anglais, d'ailleurs. Là encore, vulgarisation. Donc on a quand même fait une petite traduction pour nos amis francophones. Mais sur le site, il n'existe qu'en anglais. Voilà. Je voulais savoir si vous aviez des questions. Non? Observation. On est pile poil dans les temps. Je ne sais pas si vous avez vu, mais c'est 15h29. On ne peut pas être plus ponctuel que ça. Donc, non, nos représentants ici présents, non. Vous n'avez pas de questions? Pas de questions? Feel free. We're just here to have fun. So many thanks. My name is Anthony Brand from the. Thank you. My name is Anthony Brand from the Secretariat of the Organization of African, Caribbean, and Pacific States, the OACPS. I'm speaking in English. Is that okay? Yeah. Okay. I could try in French, but it might hurt your ears. Yeah. So I'm from Trinidad and Tobago, actually. So I know what it is to have no water and electricity. I'm familiar with this situation. So I think it's, many thanks for your presentation. It's quite interesting, and I'd like to thank my friend Joyce for inviting us to attend. We work in the Department of Structural Economic Transformation and Trade,
we also sent out an invitation to our colleagues who work in the environment department, but unfortunately they couldn't make it. But I think maybe I just wanted to like find out, I was interested to like know about the work with respect to the changes in legislation and the reforms that need to be done, because indeed the aspect of like wind farming and so in the Caribbean, I speak from the Southern Caribbean, but in the Caribbean in general, is not there as yet. So this is something which I think is interesting and which we're interested to understand your experiences. But also, we in the OACPS, we have projects right now which are ongoing, which are funded not under the your ERDF program, but funded under the European Development Fund, which actually are looking at business reform and legislation. And I'm wondering, and also like it was mentioned earlier about investment and how to encourage investment. And we have some guarantee programs, like for example, like URAISE program. We have other programs which are being run by UNIDO, the World Bank, which are called Invest in ACP program. And I'm wondering if maybe like there might be some opportunity to bring different actors together and see how they may be able to actually like find some synergies in the activities which they are doing. But with respect to actually like what you're doing, I'm like mostly interested to like find out what has been like the, let's say, I think it's mentioned, sorry, it's Monsieur Gouret? You can call me Remy. Remy, yes. I don't think the 300 other people in the room are going to mind too much. Okay, Remy. Yes, so I think you mentioned the fact that you so far do a lot of work to get like the support and the buy-in of the different actors or the different stakeholders, particularly those that may be affected by tourism. So I just think that what you're doing is great, and I wanted to find out really, when do you expect to see the first wind farms actually created? So I don't work on wind. Oh, well, myself. Wave and tidal. Yeah. So wave and tidal. We already have farms for wave and tidal that have been in the water since 2015 and 2016. We have 4 farms. We have 1 in the Netherlands, 2 in Scotland, and 3 in Scotland. But in the Caribbean? And in France. Well, Wesson is out of the water. In the water. At the moment, it's still producing the Sabella turbine? Oh, yeah, okay. Well, it's not a farm, but it's 1 turbine. But no, but it's still 1 turbine. So, the question was about farms, so I didn't include Wesson. But there is a turbine there. And at the moment, we've received European, the sector has received European funding and national funding to support a second generation of pilot farms. There are 10 projects from this year, 3 projects from last year in the UK, and there is another funding round next year. In France, we have 1 project that is already fully financed, more or less, in Normandy, I was mentioning earlier, so HydroQuest. And there are a few other projects in France that are being there. So today is a date where we can say that we have a second generation already of farms in the water, and I think based on that, we should see the sector progress really rapidly after that. And this was mostly tidal. For wave, the wave's a bit less advanced technologically, but there are still pilot farms that are being planned as we speak. We are currently partnering with 5 consortia just as a communication partner, so we're not obviously developing projects like ETH or financing anything, we're just communicating. But there are 5 projects that are currently being built that are seeking funding. So they're not as advanced as a tidal side, but it's getting there. And there is a lot of interest we've seen from utilities, electricity utilities, and even the oil and gas sector that joined the conference this year we organized 3 weeks ago in The Hague. So it's really starting to pick up. And thank you. And in terms of the Caribbean, have you had like discussions with the OACS as a group, with CARICOM? Are discussions taking place at that level? And what do we need to do to push it forward? Well, it's a bit what we were discussing earlier. Is essentially you need some form of political will.
for us, there is some political will in the European Caribbeans that will come from the implementation of European legislation. Now, in Trinidad, it's a bit different, obviously, and also you have a strong oil and gas sector, which is very clearly going to prevent you from, or try to prevent you from doing that. Let's be honest. So I think there you would need some local actors who have an interest in developing these technologies and who interact with the government and possibly make the link with either US entities or European entities or ourselves. But it's not in my remit to go and knock on the door of the Trinidad government to help them develop that. If there is interest, and we have been contacted by Indian companies, we've been contacted by Taiwan and Chinese companies to see whether we can help develop the legislation over there to allow for farms to be built. So we are perfectly happy to do that, provided there is some form of local support, because otherwise it's just too difficult. Je parle français ou anglais, je sais pas. I agree with you. I think that, you even have the Qatari. You know the Qatar as a fund for the Caribbean in renewable energy. So the idea is that they are somehow, found somewhere. And the idea is, how do you mobilize these funds, and how the country, host country, can, benefit from it, and and formulate basically their needs, right? What do they need? They need a legal framework. They need a regulatory framework. They need training. They need, and that the legal and regulatory framework, and Karim and I are aware of. We've been developing project finance regulations in Haiti, in Santo Domingo, in some other countries. And one of the most difficult, that's why we're talking about this approach, which is like co-regulation, because the production of norms, okay? How do you produce norm? How do you legislate? It takes so long, okay? To promulgate, like a law in Jamaica or in Haiti or whatever is 10 years. You cannot wait for 10 years to get the consensus, okay, at the legislative level, right? So all this, and it concerns, we're talking about law of the sea, land law, corporate law, public procurement, if you want to see, the fields, the legal components, and that are part of the development of this project, it's huge. And you cannot fill up the gaps like that, right? At the outset. So you need to get your hands on the ground. You need to get, a grip on what's real, what is feasible, what is practical, in order afterwards to say, hey, we're gonna have like these principles, or we're gonna, everybody's gonna agree. And that's what you need, cooperation. Meaning, if there's one pilot project in the Caribbean, no matter where, okay? Could it be in Guadeloupe and Martinique or elsewhere? We need to draw lessons learned, because we're gonna learn. And not only that, the beauty of what we proposed under this EMR project is to make sure that everybody wins. Meaning, it's not because it's in Guadeloupe that Dominica is not gonna, benefit from it, okay? Or Montserrat or Antigua, okay? That's the idea. When we talk about developing capacity building, developing knowledge, cooperation is academic research, okay? Own your own technology. We have the University of the West Indies there. It's in Barbados, I think. Okay, that's right. You could be the window of what can be done, in the field of renewable marine energy, right? Blue economy, because you're the first concerned by this. And so, if there are fundings, there are funds there. Just try to make sure you grab them and define your. We had difficulties during all due diligence, to meet people. Not only that, but the few people who could understand us, they're overwhelmed submerged by, a lot of stuff. So they don't even have the time to meet us.
okay? And they're the only ones who could, after, convey, a message saying, hey, there are some people who are interested in developing this project, So that's I think, one of the problems that we face. It's coming from which, the egg or the chicken, right? So I don't know if that answered really well the question. Maybe Karim has something to say about regulations and rules and how we envisage and how we can develop cooperation, regional cooperation, to have common standards. Okay, I give you an example, for instance, and maybe it's like part of the second roundtable, but I don't know. The compliance and the how do you say, the application of environmental standards. They all ratify the treaties. I mean, you take, and they have to, because otherwise, it's like subject to disbursement of some, subsidies or stuff like that, right? So they all ratified, okay? The entire, like Eastern Caribbean states, I think they all ratified those treaties, Cartagena, Montego Bay, whatever. Very few, I say very few, apply them. Why? Because they don't know how to do it, because they don't have the capacity to make sure that they protect their own environmental, ecosystem, ocean, biodiversity, okay? You know that for France, 80% of the biodiversity of France is coming from overseas territories, okay? So the ocean, the mangroves, all this, right? Coral reef, it's coming from and most of the islands in the Caribbean are not capable, right now, actually, to implement them. So let's try to find regional cooperation, okay, to help them, because Guadeloupe and Martinique apply European law and French law, to help the others to implement their own law that they can't because they don't have the means for it. I give you an example of how you could, even if you have a law in place, in force, but you cannot enforce it. So it's not even, you have some big gaps missing in the legislative and the regulatory landscape. But even if you have them, you're not capable of applying, enforcing them, because you don't have the capacity to do it. And that could be something that, go across, renewable energy, marine energy, but a blue economy, but other part of the environment too, that could really well, we could develop. And that could be centralized, somewhere in OECS or Caribbean Development, or CARICOM. Something else? No? So I think that... merci beaucoup, Rémi. I'm switching. Merci à vous, Céline Bruno. Merci à tout le monde. On peut prendre la pause café si vous voulez. On vient de terminer donc, la session, la première table ronde. Merci infiniment. Ouais, mais